La nuit du 3 mai 2007, dans une station balnéaire tranquille de Praia da Luz, au Portugal, est devenu l'un des mystères les plus obsédants des temps modernes. Madeleine McCann, âgée de 3 ans, a disparu de l'appartement de sa famille, laissant derrière elle un lit vide et un silence qui résonnerait dans le monde entier. En quelques jours seulement, ce qui a commencé comme une recherche désespérée d'un enfant disparu s'est transformé en une croisade internationale. Les journaux affichèrent sa photographie en première page, les présentateurs de télévision prononçaient son nom chaque soir, et partout les gens ont ressenti la douleur de parents qui avaient perdu leur petite fille dans l'ombre. Au milieu de ce tourbillon de chagrin et de sympathie, un fond est né. Son nom portait une promesse solennelle, ne laisser aucune pierre non retournée. Il devait être une balise d'espoir, un véhicule pour canaliser la générosité du monde en action, pour trouver Madeleine, pour rendre justice et pour soutenir une famille dévastée. Les dons ont afflué, des petites sommes de retraités, des chèques de célébrités, des cadeaux d'inconnus qui ne rencontreraient jamais l'enfant, mais se sentaient liés à son histoire. Le monde pensait aider. Il croyait que chaque pièce versée dans ce fonds était un pas vers le retour de Madeleine à la maison. Mais le temps, comme toujours, a changé la donne. Les jours sont devenus des mois, les mois des années. Près de 2 décennies plus tard, Madeleine est toujours portée disparue, son sort inconnu. Pourtant, le fonds demeure, contenant non seulement de l'argent, mais aussi des couches de controverses, de suspicions et de questions sans réponse. Était-il vraiment le vaisseau d'espoir qu'on avait dit au monde qu'il était? Ou est-il devenu autre chose, un bouclier pour la réputation, un mécanisme de contrôle, un symbole de privilège déguisé en charité? Ce sont les questions qui persistent, chuchotées à travers les gros titres, disséquées dans les forums, débattues dans les salons. Pour beaucoup, la disparition de Madeleine McCann n'est plus seulement un mystère sur un enfant disparu. C'est aussi l'histoire de ce qui se passe lorsque le chagrin, le pouvoir, l'argent et les médias entrent en collision. Et cela nous laisse avec un paradoxe glaçant. Tandis qu'une petite fille a été perdue dans la nuit, la vérité elle-même pourrait s'être perdue dans le bruit. Seulement 12 jours après la disparition de Madeleine, Kate et Jerry McCann se sont tenus devant les caméras et ont annoncé la création d'un fonds. La rapidité de son lancement était frappante, un effort émotionnel, soigné et remarquablement bien orchestré pour une famille en crise. Mais il y avait un détail que beaucoup ont manqué à l'époque. Le fonds n'a pas été créé en tant qu'œuvre de bienfaisance enregistrée. Il a été établi en tant que société privée à responsabilité limitée à Londres. Sur le papier, cela aurait pu sembler être un détail technique mineur. En réalité, cela a tout changé. Au Royaume-Uni, les œuvres de bienfaisance qui existent au profit d'un seul individu ne peuvent pas obtenir le statut d'organisme de bienfaisance. En s'enregistrant comme une société, les McCann ont évité la surveillance stricte de la Charity Commission, l'organisme national chargé d'assurer la transparence et la responsabilité. Cela signifiait pas d'audits obligatoires, pas d'obligation publique de divulguer les dépenses détaillées, et pas de chien de garde indépendant posant des questions difficiles. Le fonds était donc libre d'opérer dans une zone grise, légalement valide, mais opaque pour ceux qui avaient été donnés si généreusement. Le conseil d'administration reflétait cette insularité. En son centre siégeaient Kate et Jerry eux-mêmes. À leur côté se trouvaient des alliés de confiance. Brian Kennedy, un riche homme d'affaires qui est devenu l'un de leurs plus fervents soutiens. Michael Lynette, un comptable, Edward Smethurst, un avocat, et John Corner, un ami de la famille et producteur de médias. Sur le papier, ces noms apportaient une expertise financière et juridique. En pratique, ils assuraient que le contrôle ne quittait jamais le cercle intime de la famille. Chaque décision concernant l'affectation de l'argent, combien, à qui et dans quel but, est restée entre les mains de personnes liées émotionnellement, personnellement et en termes de réputation au résultat. Aucune voix indépendante n'était présente. Pendant ce temps, les dons ont continué d'affluer. Rien que la première année, le fonds a récolté près de 1,85 million de livres sterling. Les contributions provenaient de familles ordinaires envoyant de petites sommes, de communautés organisant des événements et de personnalités de premier plan apportant à la fois de l'argent et du prestige. Le News of the World a fait un don de 25 000 livres sterling. Le magnate de la distribution Sir Philip Green a versé la même somme.
Simon Cowell a ajouté 5 000 livres sterling. Richard Branson a offert 100 000 livres sterling spécifiquement pour les frais juridiques. Même J.K. Rowling et le magnate du théâtre Bill Kenwright ont donné discrètement, bien que leurs montants exacts n'aient jamais été divulgués. Ce n'étaient pas seulement des gestes financiers, c'étaient des soutiens qui ont élevé l'affaire McCann au-dessus d'innombrables autres. Outre les dons, le fonds a également tiré des revenus de produits dérivés, bracelets, t-shirts et autocollants arborant le visage de Madeleine. Chaque article symbolisait à la fois la solidarité et la tristesse, mais collectivement, ils ont constitué un trésor de guerre financier que peu de familles d'enfants disparus auraient pu imaginer. En un an, le fonds était devenu non seulement une bouée de sauvetage, mais aussi une forteresse, isolée par l'argent, l'influence et la sympathie des médias. Pour le public, cela ressemblait à une noble mission, une campagne structurée pour ne laisser aucune pierre non retournée. Mais sous la surface, la structure même du fonds soulevait des questions troublantes. Pourquoi était-il conçu comme une entreprise plutôt que comme une œuvre de bienfaisance? Pourquoi le contrôle était-il si étroitement maintenu au sein du cercle familial? Et surtout, l'argent servirait-il vraiment le but pour lequel il avait été donné? Ou deviendrait-il quelque chose d'entièrement différent? Il n'a pas fallu longtemps pour que les premières fissures apparaissent dans l'image soigneusement polie du fonds. Lorsque les premiers rapports financiers de la société ont finalement été publiés, les révélations ont choqué de nombreuses personnes qui avaient donné de bonne foi. Parmi les premières dépenses figurèrent les paiements pour le prêt hypothécaire des McCann, environ 2000 livres sterling par mois. Pour des parents qui avaient quitté leurs emplois médicaux pour se consacrer à la recherche, les supporters auraient pu comprendre la tension financière. Mais les donateurs n'avaient pas cru que leur argent serait utilisé pour couvrir des factures domestiques privées. Ils pensaient financer des recherches, des enquêtes et la traque de leur fille disparue. Le contre-coup a été immédiat. Pour beaucoup, cela a ressemblé à une trahison. Sous une pression croissante, et après avoir été déclarés arguidos, suspects officiels, par la police portugaise en septembre 2007, les McCann ont accepté de cesser d'utiliser le fonds pour un soutien financier personnel. Mais le mal était fait. Le scandale du prêt hypothécaire a jeté une longue ombre sur tout ce qui a suivi. Un autre chapitre controversé s'est déroulé lorsque les McCann ont engagé une agence de détectives espagnols, Método 3. Ils ont versé plus de 250 000 livres sterling dans les efforts de l'entreprise sur 10 mois. L'agence a fait de grandes promesses. Madeleine serait retrouvée pour Noël, affirmaient-ils. Ils parlèrent de contacts dans le milieu et de pistes internes. Pourtant, leurs résultats n'ont été que déception. Des observations douteuses, des informations inutiles et de fausses assurances ont consommé du temps et de l'argent, sans rien donner de concret. Finalement, le contrat a été discrètement résilié. Les donateurs étaient scandalisés. 250 000 de livres sterling envolés, et pas une seule nouvelle piste à montrer. Les critiques ont demandé pourquoi le fonds avait-il fait confiance à une entreprise non éprouvée avec une somme aussi énorme? Pourquoi n'y avait-il pas eu de vérification préalable, pas de consultation avec des experts reconnus? Les relations publiques sont rapidement devenues un autre paratonnerre. Rien que la première année, le fonds a dépensé plus de 80 000 livres sterling en campagne médiatique, affiches, publicités dans les journaux et appels télévisés à travers l'Europe. 130 000 livres sterling supplémentaires ont été consacrés à la gestion de campagne, y compris le salaire d'un porte-parole temporaire. Finalement, Clarence Mitchell, un ancien responsable des relations publiques du gouvernement britannique, est intervenu pour diriger les communications à plein temps. Bien que son salaire ait été dit couvert par Brian Kennedy plutôt que par le fonds lui-même, la machine de relations publiques est devenue profondément liée à l'image du fonds. Des conférences de presse soigneusement mises en scène, des appels émotionnels et des menaces légales contre les tabloïds ont suivi. Ce qui a commencé comme une campagne pour retrouver un enfant disparu ressemblait de plus en plus à une opération de gestion de la réputation des McCann. Les controverses ne se sont pas arrêtées là. En 2009, le fonds a financé un procès contre le détective portugais Gonçalo Amaral, qui avait publié un livre affirmant que Madeleine était morte dans l'appartement et que ses parents avaient mis en scène un enlèvement. Les McCann ont poursuivi pour diffamation, mais non seulement l'affaire a échoué, elle a également indigné le public que l'argent des dons ait été utilisé pour faire taire les critiques.
plutôt que pour rechercher Madeleine. Pour les sympathisants, cela a franchi une ligne morale. Ils n'avaient pas contribué à mener des batailles juridiques. Ils avaient contribué à ramener un enfant à la maison. Individuellement, certaines de ces dépenses auraient pu être défendables. Soutien hypothécaire en temps de crise, relations publiques pour maintenir l'affaire en vie, détectives privés pour suivre des pistes. Mais ensemble, elles formaient un schéma difficile à ignorer. L'argent destiné à une recherche désespérée était utilisé d'une manière qui semblait de plus en plus déconnectée de cette mission. Et sans surveillance indépendante, chaque décision était prise à l'intérieur d'un cercle fermé, à l'abri de toute reddition de comptes externes. Pour beaucoup, la question est devenue plus pressante. Quelle part du fonds a réellement servi à retrouver Madeleine et quelle part a servi à protéger tout le monde? À mesure que de nouveaux détails apparaissaient, les fissures dans l'image du fonds se sont élargies en abîme. Les donateurs qui s'étaient autrefois sentis unis dans l'espoir ont commencé à se sentir trompés. Le fonds, autrefois perçu comme un symbole de détermination, a commencé à ressembler davantage à une forteresse, protégeant non seulement la famille, mais aussi le récit qui l'entourait. Ce qui avait été donné en confiance semblait maintenant réaffecté à la réputation, et ce changement a laissé des cicatrices. La désillusion a été la plus profonde chez ceux qui avaient à donner le peu qu'ils possédaient. Des retraités qui avaient envoyé des billets de 5 livres, des parents qui avaient fait don d'une partie de leurs économies, des enfants qui avaient vendu des bracelets dans les cours d'école. Tous croyaient aider à ramener Madeleine à la maison. Lorsqu'ils ont appris que leur sacrifice avait servi à payer des prêts hypothécaires, à financer des détectives inefficaces ou à soutenir des procès, la trahison a été ressentie personnellement. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'un espoir mal dirigé, d'une foi érodée. D'autres familles, avec des enfants disparus, ont observé avec une indignation silencieuse. Carrie Needham, mère de Ben Needham, disparue en Grèce en 1991, a vu l'affaire McCann recueillir des millions en dons, l'attention des médias internationaux et le soutien du gouvernement. Elle a plaidé pendant des années pour que le nom de son fils reste vivant, mais n'a jamais reçu le même niveau de soutien. De même, la famille de Johanna Cipriano, âgée de 8 ans, disparue au Portugal quelques années seulement avant Madeleine, n'a jamais vu de panneaux d'affichage, de conférences de presse ou de campagnes de grande envergure. La mère de Johanna a été rapidement accusée et condamnée malgré des incohérences dans l'affaire, et elle a fait face au système judiciaire seule, sans le bénéfice d'une machine de relations publiques ou de la sympathie internationale. Le contraste était frappant et douloureux. 2 enfants disparus, 2 familles en deuil. Pourtant, une seule a reçu les ressources d'un mouvement mondial. Pour de nombreux observateurs, c'est devenu un symbole d'inégalité, de la manière dont la classe sociale, la nationalité et l'influence déterminent quelle tragédie le monde embrasse et quelle il ignore discrètement. Dans les forums en ligne, dans les sections commentaires des journaux et même dans les interviews avec d'autres parents endeuillés, les mêmes questions refaisèrent surface encore et encore. Pourquoi les McCann ont-ils reçu un soutien aussi sans précédent? Était-ce leur profession, leur nationalité, leurs relations? Et si la justice peut être influencée par de tels facteurs, quel espoir reste-t-il pour les familles qui en sont dépourvues? Le fonds avait commencé comme un vaisseau d'espoir, mais à présent, il portait un poids différent. Son silence est devenu la trahison la plus retentissante. Pas d'excuses pour les choix qui ont aliéné les supporters, pas de reconnaissance du déséquilibre qu'il a révélé. Ce qui unissait autrefois les peuples à travers les nations les divisait désormais. Au lieu d'être rappelé comme une mission de vérité, le fonds était de plus en plus rappelé comme une leçon sur la facilité avec laquelle la confiance peut être brisée et à quel point cela fait mal lorsque c'est le cas. Dès le début, la disparition de Madeleine McCann n'a jamais été qu'une tragédie familiale. Ce fut aussi une tempête politique et médiatique. Quelques heures après sa disparition, l'ambassade britannique à Lisbonne était en contact direct avec les autorités portugaises. Des diplomates ont été affectés pour soutenir la famille. Un niveau d'implication extraordinaire rarement observé dans les cas de citoyens britanniques disparus à l'étranger. La rapidité et l'ampleur de cette réponse laissaient entrevoir quelque chose d'inhabituel. Les McCann n'allaient pas être traités comme des parents ordinaires. L'influence n'a fait que croître. En 2011, 4 ans après la disparition de Madeleine,
Le gouvernement britannique a lancé l'Opération Grange, un examen et une réenquête de l'affaire par la police métropolitaine. Au fil des ans, elle a englouti plus de 13 millions de livres sterling de fonds publics, un montant inégalé par toute autre enquête sur un enfant disparu au Royaume-Uni. Pour mettre cela en perspective, l'opération a coûté plus que plusieurs enquêtes combinées sur le terrorisme et les homicides. Pourtant, malgré ces dépenses faramineuses, aucune avancée décisive n'a jamais été constatée. Pour beaucoup, cela a soulevé des questions inconfortables. Pourquoi cette seule affaire a-t-elle mobilisé des ressources aussi extraordinaires? S'agissait-il purement de retrouver un enfant disparu? Ou s'agissait-il aussi de préserver l'image de la Grande-Bretagne, de projeter l'idée que le gouvernement faisait tout son possible pour protéger ses citoyens? Les critiques ont soutenu que l'opération Grange était devenue autant un geste de relations publiques qu'une opération de police, un symbole destiné à rassurer le public plutôt qu'à produire des résultats. En même temps, la machine de relations publiques de la famille travaillait sans relâche. Avec Clarence Mitchell, un ancien attaché de presse du gouvernement, à la barre, le récit des McCann était soigneusement géré. Les appels émotionnels, les déclarations soignées et les conférences de presse étroitement contrôlées les ont présentés non seulement comme des parents en deuil, mais aussi comme des victimes de défaillances institutionnelles et de la cruauté médiatique. Les voix dissidentes, en particulier celles des enquêteurs portugais, ont été ignorées ou discréditées. La ligne entre la justice et l'image s'est estompée jusqu'à ce qu'il soit presque impossible de les séparer. La disparité était claire. Alors que des familles comme les Needham luttaient pour s'offrir ne serait-ce que des affiches de base, les McCann voyageaient à l'étranger, Madrid, Amsterdam, Berlin, Washington DC, pour maintenir l'histoire de Madeleine en vie. Ces voyages étaient l'honnêteté stratégique, conçus pour maintenir la sympathie mondiale et l'attention des médias. Mais ils ont également souligné une vérité glaçante. L'influence, pas seulement l'innocence, détermine quelle tragédie le monde retient. Pour les McCann, cette machinerie politique et médiatique offrait une protection. Pour d'autres, elle symbolisait l'exclusion. Quand la justice commence à ressembler à un tapis rouge, accessible uniquement à ceux qui ont des relations, de la visibilité et des ressources, le public ne peut s'empêcher de demander « Le jeu est-il truqué avant même de commencer ?» Le résultat fut un paradoxe. Les McCann ont été dépeints comme des victimes idéales, éduqués, éloquents, respectables. Pourtant, le privilège même qui les a élevés a également engendré la suspicion. Étaient-ils protégés en raison de qui ils étaient ou en raison de ce qui s'était réellement passé? Et dans l'ombre de ces questions sans réponse, la confiance dans le système s'est encore érodée. En septembre 2007, plus de 4 mois après la disparition de Madeleine, la police portugaise a officiellement déclaré Kate et Jerry McCann arguidos, suspects officiels. Pour un monde qui avait observé avec sympathie, l'annonce fut choquante. Comment des parents en deuil pouvaient-ils soudainement devenir suspects dans l'affaire de leur propre fille? Au cœur de la suspicion se trouvait une controverse médico-légale. Les enquêteurs ont affirmé que des preuves ADN trouvées dans le coffre d'une voiture de location que les McCann avaient louée des semaines après la disparition de Madeleine montraient 15 marqueurs sur 19 cohérents avec son profil génétique. Initialement, cela semblait être une percée, un lien potentiel suggérant que le corps de Madeleine avait été déplacé. Mais lorsque le Forensic Science Service du Royaume-Uni a analysé les échantillons, ils ont conclu que les preuves étaient trop complexes et trop dégradées pour être concluantes. Elles ne pouvaient ni correspondre définitivement à Madeleine, ni l'exclure. Pour les autorités portugaises, cependant, l'incertitude a renforcé leurs soupçons. Couplée au fait que Kate McCann a refusé de répondre à 48 questions de la police lors d'un interrogatoire de 11 heures sur les conseils de ses avocats, la suspicion s'est approfondie. Pour beaucoup, son silence suggérait une évasion. En revanche, Jerry McCann a répondu à toutes les questions, mais le contraste entre les deux a alimenté une tempête médiatique qui a dépeint Kate comme secrète, froide ou pire. Les tabloïds se sont emparés de chaque détail, de la façon dont Kate se tenait lors des conférences de presse à l'absence de larmes visibles, lors des appels télévisés. Des récits entiers ont été construits sur des stéréotypes concernant le comportement d'une mère en deuil. Dans l'imaginaire public, la suspicion est devenue un théâtre, et la frontière entre le fait et la spéculation s'est estompée au-delà de toute reconnaissance. Pourtant, l'affaire contre les McCann ne s'est jamais solidifiée. En juillet 2008, les procureurs portugais ont levé leur statut d'arguidos, invoquant un manque de preuves. Aucune accusation n'a été portée, aucun procès n'a eu lieu.
Officiellement, ils étaient libres de tout soupçon. Officieusement, les doutes persistaient. À ce jour, le couple n'a jamais été formellement disculpé. Ils ont été blanchis par l'absence de preuves, non par la présence de la vérité. Des années plus tard, en octobre 2023, la police portugaise a présenté de rares excuses publiques à la famille McCann. Ils ont admis avoir mal géré des aspects cruciaux de l'enquête originale, ne pas avoir sécurisé la scène de crime, négliger des protocoles clés et permettre des erreurs qui ont compromis la recherche de Madeleine. Alors que certains ont salué les excuses comme un pas vers la réconciliation, d'autres les ont considérées comme trop peu, trop tard. Les excuses n'ont rien fait pour effacer les années de suspicion ou les dommages infligés à la réputation des McCann. Et ainsi, l'affaire reste suspendue dans une zone grise. Une famille non prouvée coupable, mais jamais entièrement libre de doute. Dans cet espace non résolu réside l'une des plus grandes injustices, le lourd fardeau de la suspicion qui perdure longtemps après que les preuves se soient refroidies. Près de 2 décennies se sont écoulées depuis la nuit où Madeleine McCann a disparu. Et pourtant, son affaire reste l'un des mystères les plus persistants du crime réel moderne. Le fonds créé en son nom existe toujours, détenant des centaines de milliers de livres sterling, mais il n'a pas apporté la résolution que tant de gens croyaient qu'il apporterait. Ce qui a commencé comme un symbole d'espoir est devenu un symbole de division, soulevant des questions difficiles non seulement sur cette affaire, mais sur la justice elle-même. Les leçons sont inconfortables. Premièrement, la transparence est importante. Les donateurs n'ont pas simplement donné de l'argent, mais de la foi, croyant que leur contribution aidait une recherche désespérée d'un enfant. Lorsque cette confiance a été redirigée vers des prêts hypothécaires, des détectives inefficaces, des batailles juridiques et la gestion de la réputation, les dommages ont été plus que financiers. Cela a fracturé le lien entre la compassion publique et la responsabilité privée. Une fois brisé, ce lien est presque impossible à réparer. Deuxièmement, le privilège façonne les résultats. Les McCann, en tant que médecins de la classe moyenne avec des relations médiatiques et un soutien politique, ont reçu des niveaux d'aide et d'attention dont d'autres familles d'enfants disparus ne pouvaient que rêver. Les histoires de Ben Needham et Johanna Cipriano mettent en évidence la disparité. Tous deux étaient des enfants perdus, mais leurs familles manquaient des ressources, des réseaux ou de l'image qui inspirait la sympathie mondiale. La justice, en théorie, est aveugle. En pratique, elle voit trop souvent le statut, la nationalité et le pouvoir. Troisièmement, la perception peut submerger la vérité. Les médias, avec leurs cycles incessants de suspicion, d'absolution et de manipulation, ont joué un rôle aussi central dans cette affaire que n'importe quel laboratoire médico-légal ou officier de police. Les gros titres et les conférences de presse ont remodelé l'opinion publique d'une manière qu'aucun tribunal n'aurait pu le faire. Les McCann n'ont jamais été condamnés, mais ils n'ont jamais non plus été réellement disculpés. Au lieu de cela, ils ont été suspendus dans un récit écrit non par la loi, mais par la perception. Et enfin, la leçon la plus douloureuse de toutes, Madeleine reste portée disparue. Malgré tout l'argent, toute l'influence, tous les gros titres et toutes les enquêtes, la seule vérité qui importe le plus n'a jamais été élucidée. Où est-elle allée? Que s'est-il passé cette nuit-là au Portugal? L'affaire Madeleine McCann n'est pas seulement l'histoire d'une enfant perdue. C'est l'histoire de la fragilité de la confiance, de l'étendue du privilège et du silence qui survient lorsque la justice vacille. Elle nous force à confronter une question obsédante. Si la vérité peut être si facilement obscurcie par le pouvoir et la perception, comment les familles ordinaires peuvent-elles espérer la trouver? Peut-être la seule certitude qui reste est celle-ci. Une justice qui dépend du privilège n'est pas une justice du tout. Et tant que le sort de Madeleine ne sera pas connu, le silence autour de son affaire restera l'un des échos les plus sombres de notre temps.